population. Si tous nous parlons le même langage, nous disons que nous sommes en train de vouloir défendre la population, pourquoi nous devons être à porte? Pourquoi ça doit nous diviser? Si ça nous divise, alors c'est que nous n'avons pas les mêmes visions. Et comme moi je pense que je suis là pour la population, je ne pouvais que défendre les intérêts de la population parce qu'on m'a élu député national. Pouvoir changer les choses, faire de la RDC un poumon économique pour l'Afrique. Et cela est possible. Il nous a fait voir qu'il avait ces soucis-là de pouvoir faire taire les armes à l'est du pays où chaque jour on est en train de déplorer des cas de mort. Donc votre président Koko Niangi n'a pas soutenu, comment expliquer ça? Vous êtes toujours en commun accord? Écoutez, monsieur le journaliste, il faut vous dire que un élu national, un élu du peuple a un mandat qui n'est pas impératif. Donc cela a été même matérialisé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a demandé aux élus de pouvoir se positionner par rapport à cette vision de... Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs qui êtes branchés sur les antennes des Pôles Nord Télévision en train de nous suivre. C'est votre émission qui décrypte l'actualité politique en République démocratique du Congo. Plusieurs questions sont à l'ordre du jour. Aujourd'hui, dans cette émission, mesdames et messieurs, vous n'allez pas en tout cas vous ennuyer parce que nous sommes là avec un invité qui parle bien, un invité qui maîtrise la scène politique congolaise et un invité qui est dans l'assiette actuelle des préparatifs de la nouvelle classe politique congolaise. Bien entendu, il s'agit de l'honorable Patrick Mangai. Il est élu sur la page du regroupement AAA de l'honorable Puisse Mwabilou, précisément dans le district du Funa. C'est avec lui que nous allons nous entretenir dans cette émission. Cher honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, merci. Merci de répondre à notre invitation. Sinon, comment vous allez? Oui, tout va très bien. Vous appartenez dans le parti politique API de l'honorable Koko Niangi. Comment se porte le parti? Le parti se porte très bien. Il faut vous informer que je suis pas seulement député national, mais je suis également le président interfédéral du parti politique API. De l'honorable Koko Niangi. Exact. Comment il se porte aussi, votre président? Il se porte bien, le président se porte bien, même si on n'a plus la même vision, parce que moi je suis en train de soutenir la vision du chef de l'État qui est cristallisée par l'union sacrée pour la nation. Vous voulez dire qu'il y a eu session entre vous et l'honorable Koko Niangi? Bon, dire qu'il y a eu session, c'est vraiment pas ça, parce que j'appartiens à son parti politique. Nous sommes en train d'accompagner le chef de l'État dans sa vision, étant donné que nous sommes les élus du peuple. Et donc, en tant qu'élu national du peuple, au niveau de la présidence, il a plu au souverain primaire d'accorder la chance au président Félix Antoine Tshisekedi pour conduire à la destinée de la nation la République démocratique du Congo. Et quoi de plus normal, nous qui sommes le député national élu légitime du peuple, ne pas l'accompagner dans sa vision, afin que nous puissions mettre de côté la pauvreté qui est en train de guetter notre population. Comment expliquer donc, vous soutenez les chefs de l'État, lui qui a lancé la vision de l'union sacrée pour la nation, l'idée ou soit la vision que votre président Koko Niangi n'a pas soutenue, comment expliquer ça? Vous êtes toujours en commun accord? Écoutez, monsieur le journaliste, il faut vous dire que un élu national, un élu du peuple a un mandat qui n'est pas impératif.
Donc, cela a été même matérialisé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a demandé aux élus de pouvoir se positionner par rapport à cette vision de l'Union sacrée pour la nation. Et ça a fait en sorte que la majorité puisse basculer. Et donc, en tant qu'élu du peuple, je ne pense pas, ça je mets ma main à couper, je ne pense pas que mon parti ne va pas admettre que je puisse faire le bien pour les biens. Comment donc, ça? tout en étant élu du peuple, tout ce que je vais défendre, si c'est pour l'intérêt de la nation, en tout cas, je me dis que je ne serai pas à porte-à-faux avec mon parti politique, parce que le parti politique est là pour conquérir les pouvoirs, exercer les pouvoirs, mais pour l'intérêt de la population. Si tous nous parlons le même langage, nous disons que nous sommes en train de vouloir défendre la population, pourquoi nous devons être à porte-à-faux? Pourquoi ça doit nous diviser? Si ça nous divise, alors c'est que nous n'avons pas les mêmes visions. Et comme moi je pense que je suis là pour la population, je ne pouvais que défendre les intérêts de la population parce qu'on m'a élu député national pour que je puisse défendre la population. Et par là, vous voulez dire que l'honorable Kokonyang ne défend pas l'intérêt de la population? Ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur le journaliste. J'ai dit seulement que moi, je défends la population. Tout le monde dit qu'il défend la population. Tout dépend de la façon dont on est en train de pouvoir le défendre. De pouvoir, en fait, c'est comme on dit, un médecin, 1000 médecins, 1000 méthodes. 1000 montres, 1000 heures, en tout cas. Donc, chaque député a sa façon de voir les choses. J'ai estimé que nous avons marqué les pas pendant les 2 ans et que le peuple qui a élu pour nous n'a pas trouvé son compte. C'est comme ça qu'on s'est dit, non, on doit changer les fusils d'épaule pour cette fois-là, donner du sourire à cette population qui avait voté pour nous. Si vous avez un petit mot à lancer au président Kokonyangi, votre président d'ailleurs, serait lequel? C'est d'abord de lui dire félicitations à lui parce que c'est un homme qui est très courageux et très ambitieux dans sa démarche. Il n'y a que ça. Ok, aujourd'hui vous êtes dans le parti API de l'honorable Kokonyangi qui est dans le FCC, c'est un parti proche du FCC. Vous avez commencé votre carrière politique dans quel parti? Et c'est parti avec quelle tendance? Ok. J'ai fui jeune lorsque j'ai commencé à comprendre que si vous ne vous occupez pas de la politique va vous s'occuper de vous. Très bien. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'était lancé dans la jeunesse de l'UDPS lorsque nous fûmes à l'université de Kinshasa. Et donc, on n'était pas d'accord de la façon dont des choses étaient conduites par le gouvernement de Maréchal Mobutu. À l'époque, c'était le ministre Kengo, le premier ministre Kengo. Et d'ailleurs, nous étions victimes de beaucoup d'injustices parce que l'éducation, c'est un droit. Vous vous réveillez un jour, on dit, on a bloqué l'université et donc vous êtes obligé de retourner à la maison. Toutes ces choses-là n'ont pas plu à la jeunesse que nous étions, que nous sommes, parce qu'on s'était dit, on va à l'université pour étudier. On s'est dit non, nous allons en bras de fer contre ce gouvernement parce que c'est un gouvernement qui ne veut pas que la population, qui est l'espoir en fait la jeunesse, qui est l'espoir de demain, puisse être éduquée et relever les défis demain. Et pourquoi avez-vous quitté l'UDPS? Je n'avais jamais quitté l'UDPS. C'est plutôt avec la force des choses. Quand on a quitté l'université de Kinshasa, on s'est lancé dans la carrière administrative. Et en tant que fonctionnaire de l'État, on devenait apolitique. Et donc, lorsque je suis devenu fonctionnaire de l'État, je dois vous informer que je suis cadre supérieur à l'administration des finances où j'ai déposé ma mise en disponibilité en bonne et due forme pour que je puisse répondre à l'appel du peuple. Très bien. Merci beaucoup. Il s'agit bien là de l'honorable Patrick Mangaï.
qui est notre invité aujourd'hui dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous nous suivez. Nous émettons depuis Kinshasa sur les antennes des Pôle Nord Télévision. Allez, le premier sujet, parlons Union sacrée de la nation. Une vision que vous avez aimée. Pourquoi? Ça vous a persuadé dans quel sens? Et sur quel point surtout? Monsieur le journaliste, je dois vous informer que j'ai eu le privilège de rencontrer son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi par 2 fois. La première fois, c'est lorsqu'il a lancé les consultations nationales. Et le 2 novembre. Le 2 novembre, lorsqu'il a lancé les consultations nationales, nous étions, je peux même dire 3 fois. La première fois, c'était lorsque le caucus de députés de Kinshasa était allé les féliciter quand il est passé président de la République en tant que Kinois. Cela n'était que normal. Une première. C'était une première. Et donc, le caucus de députés de Kinshasa, qui est dirigé par mon aîné Godard Motemona, nous avons eu le courage de les rencontrer et on l'a félicité. Malheureusement, c'était vu de mauvais œil par nos aînés, même par nos frères qui, à l'époque, étaient avec nous dans les FCC. Donc, lorsque nous l'avons rencontré, on a échangé avec lui, on a senti qu'il avait dans son sang ces soucis-là de pouvoir changer les choses, faire de la RDC un poumon économique pour l'Afrique. Et cela est possible. Il nous a fait voir qu'il avait ces soucis-là de pouvoir faire taire les armes à l'est du pays où chaque jour on est en train de déplorer des cas de mort. Donc, et lui-même avait dit que c'est parce qu'on n'est pas unis. Si on est unis, en tout cas, ces choses-là n'allaient pas arriver. La deuxième fois. La seconde fois, nous l'avons rencontré lorsqu'il a lancé cette vision de l'Union sacrée. Et on a estimé qu'on devait les soutenir parce que, en faisant appel notamment à Jean-Pierre Bemba, il a tendu la perche à tout le monde, à toutes les couches de la société, même la société civile, même la confession religieuse, même le musicien, les leaders d'opinion, même les leaders, même les chègues. Il a compris que seul, il n'en pouvait rien. Il n'en pouvait rien. Donc, en faisant cela, on a senti dans lui les soucis d'un papa qui cherche à solutionner réellement et définitivement les problèmes qui guettent sa famille. Qu'avez-vous proposé au chef de l'État pendant ces consultations? Pendant les consultations, dans notre cahier de charges, on avait d'abord proposé, ça je vous l'ai dit en toute transparence, allez-y, que la taille du gouvernement était trop budgétivore. Il fallait réduire la taille du gouvernement et les économies d'échelle qui se dégageraient pouvaient être orientées vers l'agriculture parce que lorsque on investit dans l'agriculture, il y a une chaîne de valeur qui se crée. Très bien. Donc, on crée beaucoup plus d'emplois, même les emplois non qualifiés. Vous n'allez pas me dire que celui qui doit sarcler doit avoir un diplôme universitaire. Donc, celui-là qui va sarcler va trouver son compte tout en étant employé quelque part. Donc, il va falloir créer des zones industrielles. Celui qui va transformer, par exemple, la pomme de terre en jus de pommes de terre à Kinshasa, ou je ne sais pas, en province, mais du moins en RDC, aura sa rémunération. La troisième fois. La troisième fois qu'on a rencontré le président de la République, c'est lorsque nous l'avons vu en tant que caucus de députés. En fait, C26. Quand il vous a reçu. C26. C26, c'est une dynamique qui s'est créée au sein de l'Assemblée nationale pour pouvoir flatter les chefs, comme d'habitude. Pas flatter les chefs. Nous étions là pour défendre la cause des députés et son corollaire qui sont les bases de chaque député. Très bien. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on l'a rencontré. On avait longuement échangé et on avait senti que c'était un échange interactif. Il nous a tendu la perche, on l'a écouté, nous avons capitalisé tout ce qu'il nous a dit. C'est comme ça qu'on s'est dit,
Non, non, nous devons les soutenir. Comme on est 60% des députés qui étaient dans l'ancienne configuration FCC étaient jeunes. Les jeunes qui ont eu le courage de dire non aux autorités morales l'ont accompagné. Votre adhésion à l'Union sacrée de la nation a créé un tout petit peu, entre guillemets, un petit conflit entre vous et votre président Kokonia Ngondoa, c'est le dire. Bon, je ne pense pas. C'est un monsieur, il est professeur d'université. Il a un esprit ouvert. Il a estimé qu'au-delà de tout, c'est la nation qui gagnait. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir conjuguer les efforts, chacun dans son coin, pour que nous puissions chacun apporter sa pierre à l'édifice. Parce que même la Bible le dit, la moisson est grande. Et il nous manque ceux qui doivent venir pour récolter cette moisson. Donc, vous êtes un bon berger. Oui, je suis chrétien catholique. Très bien, merci beaucoup. L'honorable Patrick Mangaï est notre invité aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous avons parlé Union sacrée pour la nation. Une autre question, qu'est-ce que le Congolais dans l'ensemble peuvent attendre de cette union sacrée? L'union sacrée, à mon sens, ne doit pas être l'affaire seulement des politiques. Nous devons aider les chefs de l'État à matérialiser sa vision. Et donc, dans ce cadre-là, nous devons, nous, députés, qui avons montré avec... c'est une première fois, ça il faut le dire, pour une première fois au niveau des politiques, renverser la tendance dans le sens de pouvoir mettre de côté un gouvernement. Non, là on va en parler, c'est un autre sujet. D'accord, je voulais dire ceci. Ça ne doit pas être l'affaire seulement des députés, ça doit être l'affaire de tout Congolais. On vous accuse les anciens classiques du FCC de venir auprès du chef de l'État pour lui rendre faible et puis les renverser. C'est ça votre mission, semblerait-il? Non, il ne faut pas dire ça. Ceux qui sont aujourd'hui dans la grande opposition, on travaille aussi avec Kabila. La MP. L'FCC s'est dit de faire une opposition républicaine. Donc on ne verra jamais le FCC dans la rue protester, manifester. Non, ils vont faire une opposition républicaine par rapport à l'ancienne opposition radicale que nous avons connue dans ces pays. Oui, chapeau, coup de chapeau à ceux qui pensent qu'ils vont faire une opposition républicaine. D'ailleurs, c'est une très bonne chose parce que dans toute démocratie, il y a la majorité et il y a l'opposition. L'opposition est là pour jouer les contre-poids. Sinon, on va crier à la dictature. Très bien. Merci beaucoup. Nous passons au deuxième sujet. Vous siégez à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous allons parler de cette situation, cet événement qui vient de se passer il n'y a pas longtemps. Une pétition a été lancée contre le bureau Mabunda, une première femme élue présidente de l'Assemblée nationale. Une fois sa gestion a été contestée par un bon nombre de la population, vous, en tant que les élus, vous l'avez mis de côté. Le bureau d'âge a été mis en place pour mener les affaires courantes. Et par la suite, vous avez organisé les élections du bureau définitif et passé à l'installation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement jusqu'à arriver à deux choix? Le gouvernement de la République démocratique du Congo, une première depuis que le Congo existe, depuis les années 60. Monsieur le journaliste, il faut vous dire déjà que c'est inédit. C'est une première, comme vous l'avez dit. C'est comme ça que même dans notre règlement d'ordre intérieur, vous constaterez qu'il y a certaines lacunes. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines dispositions qui n'étaient pas prévues parce que lorsqu'on mettait en place les règlements d'ordre intérieur, on ne pouvait pas penser un jour que une majorité pouvait déchoir les présidents de l'Assemblée nationale qui seraient de leur famille politique. Très bien. Ça, c'est de 1. De 2. Et d'ailleurs, je peux démontrer cela par quoi? Par le fait qu'il n'y avait aucune disposition qui évoque
les bureaux d'âge dans notre règlement d'ordre intérieur. C'est vrai ça. Donc, comme par le passé, comme toujours, dans les deux législatures qui se sont écoulées, lorsqu'on met en place un bureau, c'est ce bureau-là qui va gérer pendant les 5 ans. Donc, les jeunes gens que nous sommes, qui avons eu le courage de pouvoir adresser une pétition contre Mabunda, avaient dit non et non, les choses doivent changer. Qu'est-ce que vous avez reproché exactement à Madame Mabunda et son bureau? Bon, d'abord, une gestion scrableuse. Mabunda ne rendait pas, officiel, suivant les règlements d'ordre intérieur, les rapports de sa gestion à la plénière à bonne date. Très bien. Et d'ailleurs, c'est ça qui avait fait que l'honorable Pouela puisse lester son bureau en justice.